il n'y a pas de politique à la BCE, théoriquement. Dans la pratique, la BCE fait de la politique, hein, elle s'en fiche complètement, elle fait la leçon aux Italiens, elle fait la leçon aux Grecs, etc. Donc ça veut dire que si vous payez quelqu'un entre la France et l'Indonésie en dollars, le droit américain s'applique. Et il se trouve que bizarrement, nos amis américains souvent ne font des procès qu'aux entreprises étrangères. Au moment où le Salvador, donc petit pays d'Amérique centrale, a fait de Bitcoin sa monnaie nationale, eh bien le ministre du numérique a répondu, oui, enfin le Salvador, soyons sérieux. Bonjour Alexandre. Bonjour. Alexandre Stashchenko, tu es spécialiste des cryptos. Tu as fondé Blockchain Partner en 2015, qui est ensuite rentré dans le groupe KPMG en 2021, dont tu es devenu directeur crypto-monnaie et blockchain jusqu'à très récemment, cette année. Tu as publié un livre passionnant qu'on conseille vraiment à tous nos abonnés qui s'appelle Bitcoin et crypto-monnaies facile, comprendre les monnaies numériques et leurs enjeux économiques et politiques que tu as publié avec Claire Balva qui est vraiment une belle introduction. Donc pour commencer, je vais poser une question un peu bateau. Est-ce que tu peux expliquer qu'est-ce que le Bitcoin, comment ça marche? Alors, la question, en fait, elle suppose un préambule, parce qu'on ne peut pas comprendre ce qu'est Bitcoin si on n'a pas compris d'abord qu'il y avait un problème à régler. Et donc ça, c'est souvent un écueil que font la plupart des gens quand ils essayent de comprendre Bitcoin, c'est qu'ils vont tout de suite sur Bitcoin, mais ils n'essaient pas de comprendre d'abord quel problème on cherche à résoudre avec Bitcoin. Donc, en très simplifié, on va d'abord passer un petit peu de temps sur les problèmes qu'on cherche à résoudre, et ensuite voir que Bitcoin est une solution potentielle, en tout cas, à ces problèmes. Euh, En version rapide, en gros, on a eu trois problèmes différents qui ont émergé sur la monnaie au cours du XXe siècle notamment. Le premier, c'est que la monnaie, elle est devenue fiat, donc elle n'a plus aucune base physique dans le monde. Donc ce n'était pas le cas encore au XIXe siècle, hein. Derrière chaque pound, derrière chaque franc, il y avait de l'or notamment. Alors, avant ça, il y avait encore d'autres choses, on utilisait jusqu'à des coquillages ou du sel en tant que monnaie, mais en tout cas de la marchandise. À partir de 44 puis de 71, il n'y a plus rien. Aujourd'hui, derrière un dollar, il y a un dollar, c'est tout. Et ça tourne en rond, et tant que vous croyez dans le fait que le dollar vaut quelque chose, eh bien ça vaut quelque chose. C'est écrit sur les sites des banques centrales, hein, c'est pas particulièrement hétérodoxe ce que je suis en train de dire là. Donc ça, c'est un premier problème, c'est qu'il n'y a plus rien de physique derrière la monnaie qui engendre, j'allais dire, dans le même problème, le fait que notamment aujourd'hui, quand on veut commercer dans le monde, on utilise le dollar majoritairement. Et donc le problème que ça a par rapport à de l'or ou par rapport à des coquillages ou à ce qu'on veut, c'est que le dollar est une monnaie nationale. Donc en fait, quand on utilise le dollar dans le monde, le droit américain s'applique partout. Donc ça crée un énorme enjeu évidemment géopolitique. En France, on a déjà été victime de ce problème-là plusieurs fois avec les affaires Alstom, Airbus, etc. Exactement. Donc ça veut dire que si vous payez quelqu'un entre la France et l'Indonésie en dollars, le droit américain s'applique. Et il se trouve que bizarrement, nos amis américains souvent ne font des procès qu'aux entreprises étrangères lorsqu'il s'agit de corruption. Donc on en est déjà à plus d'une dizaine de milliards de dollars payés, je crois, d'amende par les entreprises françaises et européennes, juste sur cette base-là, c'est-à-dire on utilise le dollar. Donc ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est qu'on a eu au XXe siècle l'émergence du numérique, donc à la fin du XXe siècle, et le problème, c'est que le numérique est une technologie de l'information. Donc le numérique ne sait pas gérer tout ce qui a de la valeur, puisque par définition, le monde numérique est infini, donc on peut copier autant de fois qu'on veut tout. Et ça fonctionne pour les emails, les cartes postales, les JPG, les mèmes, les vidéos, ce qu'on veut. Mais ça ne fonctionne pas pour la valeur, puisqu'évidemment, si on avait une offre infinie d'action totale ou d'obligations américaines, bah, rapidement le truc vaut zéro, puisque par définition l'offre est infinie. Donc pour pallier ce problème-là, il a fallu transformer les actifs, les possessions en informations. Et comment on fait ça? En transformant les actifs en dette. Donc ce qu'on a constaté vers la fin du XXe siècle, je cite souvent ce chiffre, et il est cité dans le livre je crois, mais dans les années 60, il y avait à peine 6 millions de comptes bancaires pour 45 millions de Français. Quand on avance dans le temps de 30-40 ans, en fait, en l'espace de 2 générations, on est passé à 95% de taux de bancarisation. Pourquoi? Parce que si on n'a pas de bancarisation, on ne peut pas avoir de finances dans le monde numérique. Et donc aujourd'hui, quand vous avez de l'argent dans le monde numérique, ce qui est la quasi-totalité de l'argent, que ce soit PayPal, Visa, Mastercard, BNP Paribas, peu importe, avoir de l'argent dans le monde numérique, ça veut dire avoir un compte chez quelqu'un. Et donc ce n'est plus un actif, c'est une dette d'une certaine façon. Et d'ailleurs, c'est la différence entre un billet de 10 € et 10 € sur votre compte bancaire, c'est que le billet de 10 €, vous le possédez.
Les 10 euros sur le compte bancaire, si pour une raison X ou Y, la banque ne souhaite pas que vous y accédiez, bah, vous comprenez assez rapidement que c'est plus votre argent. Alors en France, on se sent un peu immunisé parce que tout va bien, mais c'est un peu le problème de ce genre de choses, c'est que si vous attendez le jour que le problème arrive pour réagir, par définition c'est trop tard. Et je pense qu'on a assez d'exemples dans le monde, les Libanais sont les derniers, puisqu'ils ont toujours de l'argent affiché sur leur compte bancaire, mais leurs comptes bancaires sont fermés. Donc ils ont compris la différence entre, entre posséder et avoir une créance. Donc ça c'est le deuxième problème. Le troisième, en très rapide, c'est un corollaire du deuxième, c'est la confidentialité. Alors, qui est devenue de manière un peu inquiétante dans le monde d'aujourd'hui, presque suspecte, alors que je le rappelle, la vie privée est quand même dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. C'est un droit fondamental. Sans la vie privée, on n'a pas de défense des minorités. Sans la vie privée, on n'a pas des gens comme Voltaire, des gens comme George Sand, des gens comme George Orwell. Tous ces gens-là ont profité de l'anonymat à un moment donné, puisque par définition presque, une nouvelle idée commence toujours par choquer. Et donc l'anonymat protège largement la liberté contre la pression sociale. Dans le monde numérique, avec la bancarisation, par définition, ça n'existe plus. Puisque à partir du moment où il y a un intermédiaire pour conduire toutes vos transactions et gérer vos comptes, par définition, cet intermédiaire voit tout ce que vous faites. Donc, C'est en plus avec les nouvelles normes de KYC où on va toujours plus loin dans l'analyse. Par exemple, des choses que je pense sur cette chaîne on trouve assez aberrantes, les PEP, les politiques les politiques exposées qui sont beaucoup plus surveillées que les autres, alors que pourtant on pourrait imaginer qu'eux aussi ont le droit à une forme de vie privée. oui, bon, alors ça générerait un débat en tant que tel, mais Oui, c'est effectivement, sûr. le concept même de connaissance client, c'est un concept qui a été imposé après les attentats de 2001. Mais de la même façon qu'après les attentats de 2001, il y a un paquet de lois complètement liberticides qui ont été passées, celles-ci, celles sur la connaissance client, elles ont en plus contre elles le fait qu'il n'y a aucune étude qui prouvent leur efficacité. Je n'arrive pas à en trouver. C'est-à-dire des études qui prouveraient que grâce à ces procédures-là, on a évité du financement du terrorisme, on a évité des choses comme ça. Le fait est qu'il n'y a pas d'études qui étudient l'impact de ces mesures-là. Donc on est juste sur une forme de norme qui s'est imposée, à savoir que si vous voulez faire quoi que ce soit de votre argent, et ben en fait il faut dire où est-ce que vous habitez, ce que vous avez mangé le matin, etc., etc. Alors que c'est la norme inverse qui a valu pour l'humanité sur les 8000 dernières années. Donc ça, d'un point de vue de la confidentialité, c'est un peu terrible. Alors souvent, la réaction spontanée de quelqu'un de parfaitement bien intentionné, ça va être de dire oui, mais si vous n'avez rien à cacher, vous n'avez rien à craindre. Le problème, j'aime bien faire cette petite incise en disant quel est le point commun entre un Martin Luther King, un général de Gaulle, un Nelson Mandela. Ils ont tous été criminels. À un moment donné, l'État leur a dit vous êtes criminels. Il y en a un qui a passé sa vie en tôle, l'autre qui a été assassiné, l'autre qui a dû s'exiler, etc. Euh, En fait, la notion de crime est très variante. C'est-à-dire que si votre État devient criminel, c'est vous qui devenez criminel selon la notion de l'État. Donc la vie privée, c'est toujours un peu une ambivalence où c'est ce qui permet à la société de dévier et donc d'innover et donc de préserver une résilience et une démocratie. Mais effectivement, pour une personne lambda, on va tendance à assimiler vie privée avec crime, drogue, blanchiment, etc., etc. Mais une problématique sociétale en réalité extrêmement importante qu'on est en train de lâcher peu à peu en Europe notamment pour ressembler de plus en plus à ce qui se passe en Chine, mais bon, c'est un autre sujet. En tout cas, on a ces trois grosses problématiques-là. Ce que fait Bitcoin, c'est en 2008-2009, donc ça a été proposé en 2008 et créé en 2009 par un certain Satoshi Nakamoto, dont on ne sait toujours pas qui c'est, ce qui est une preuve d'une certaine façon que ça fonctionne bien. C'est d'essayer d'apporter une solution à ces trois problèmes. Donc, numéro un, un actif, un jeton qui n'a pas de lien avec un État, qui n'a pas de lien avec, enfin, avec les États-Unis ou quoi, donc le droit américain ne s'applique pas et on n'a pas, on va dire, à faire confiance à un État pour que ce jeton-là fonctionne. Donc ça, c'est une proposition de valeur alternative. Et peut-être qu'on y reviendra, mais en tout cas, qui a aussi un lien avec le monde physique. À l'inverse, comme je disais, de la monnaie fiat, qui est complètement détachée du monde fini. Et d'ailleurs, d'un point de vue écologique, où peu de gens remettent en question que on peut avoir un monde fini et donc du coup, on peut avoir une monnaie infinie. Alors que les deux sont complètement incompatibles. Si on a une monnaie infinie, par définition, elle va prendre la place qu'on lui donne et donc essayer de faire en sorte que le monde soit infini aussi, ce qui est impossible. Donc ça, c'est sur la première proposition. Sur la deuxième proposition, c'est une monnaie ou un jeton qui fonctionne sans banque. Donc on n'a pas besoin du système bancaire pour s'échanger ce jeton-là. Alors pour faire un parallèle, c'est ce qu'Internet proposait déjà sur l'information. La proposition de valeur d'Internet, c'est de dire on peut s'échanger de l'information en pair à pair. On n'a plus besoin du média pour s'échanger de l'information. Et donc ça a donné les réseaux sociaux, les blogs, etc., etc.
Et sur la troisième, c'est un corollaire du deuxième encore une fois, c'est que puisqu'on n'a plus d'intermédiaire, on peut, dans une certaine mesure, puisque Bitcoin n'est pas anonyme mais pseudonyme, on peut protéger dans une certaine mesure sa vie privée, sa confidentialité sur Internet. Donc, en version simple, la perception de la valeur ajoutée de Bitcoin dépendra de votre exposition personnelle à ces trois problèmes-là. Et c'est pour ça que je dis souvent que le français moyen coche malheureusement toutes les cases pour ne pas s'intéresser à Bitcoin. Il a une des monnaies les plus fortes du monde, une des inflations les plus faibles malgré le fait qu'elle soit très élevée. La bancarisation est à 99% ou plus. On a un des PIB par habitant les plus élevés, on a un système bancaire extrêmement concentré, etc., etc. Ce qui fait que c'est naturel pour un Français de se demander mais à quoi ça sert ce truc? Mais bon, dès qu'on dézoome un petit peu, on voit que les pays qui ont le plus d'adoption de Bitcoin, c'est l'Inde, le Nigeria et le Vietnam. Parce qu'évidemment, au Nigeria ou en Inde, le rapport aux banques, à la monnaie, etc. n'est pas du tout, du tout, du tout le même. Et donc là, tu viens un peu d'expliquer comment arrive le projet Bitcoin. Est-ce que finalement, le Bitcoin est une crypto comme les autres et que les autres sont juste d'autres projets? Est-ce qu'il y a une différence, on va dire, de valeur, de fonctionnement? Comment ça marche? Il y a une énorme différence. Alors, pour un certain nombre d'anglo-saxons, ils ont tendance à dire There's Bitcoin and then there's the rest. Donc, vraiment, Bitcoin est tout seul dans son coin. Moi, j'ai tendance à le résumer. Alors, c'est un résumé, hein, donc il est imparfait, mais en tout cas en disant que Bitcoin est politique, le reste est financier. Euh, la différence, alors Bitcoin en émergeant, en étant créé, a introduit un nouveau concept qui est celui de la propriété privée numérique. Donc, vous n'avez plus besoin d'avoir un compte chez quelqu'un pour posséder en ligne. Donc vous avez de la rareté numérique. Vous pouvez déplacer un objet dans le monde numérique sans demander à un tiers ce qu'il en pense ou s'il vous donne une autorisation. Et donc ce concept-là a été repris par d'autres cryptos pour en faire autre chose, des œuvres d'art numériques, des titres de propriété, de ce qu'on veut. Mais il n'y a pas l'ambition politique et monétaire de Bitcoin. Donc Bitcoin est vraiment différent. D'ailleurs, Bitcoin tout seul, malgré le fait qu'il existe des dizaines de milliers de crypto-monnaies, c'est à peu près 50% de la valeur de tout le marché des crypto-monnaies. Quand vous sortez du top 5 ou du top 10, vous avez déjà fait 95% de la valeur de marché de toutes les crypto-monnaies. Et donc en fait, c'est simplement de la même façon qu'avec l'émergence d'Internet, tout le monde a pu faire son site web. Est-ce que ça veut dire pour autant que Google est équivalent au Skyblog du coin? Pas vraiment. Donc Bitcoin est vraiment très singulier. Il y a une proposition de valeur qui est monétaire, qui est politique, qui est économique, qui est presque géopolitique aussi. Dans le reste, si on fait un NFT par exemple, on a effectivement une potentielle, un potentiel changement du marché par exemple de l'art ou de l'immobilier. Alors NFT, c'est un jeton non fongible. Qu'est-ce que ça veut dire? Bah, c'est l'inverse d'un jeton fongible. Qu'est-ce que ça veut dire? Fongible, ça veut juste dire que deux unités ne peuvent pas être distinguées. Donc par exemple, l'euro est fongible. Si je vous donne un euro ou un autre euro, on s'en fout, ça vaut un euro. Dans l'immobilier, c'est pas le cas. Si je vous donne un appartement ou un autre, en règle générale, s'il y en a un qui fait 300 mètres carrés et l'autre 18, vous allez un peu gueuler si vous avez celui de 18. Donc on peut les distinguer. Donc un NFT, c'est simplement on réutilisait les mêmes propriétés, on va dire, que Bitcoin, donc la propriété numérique, le jeton numérique, mais on va essayer de les distinguer les uns des autres. Donc ça crée des œuvres d'art uniques, par exemple, ça peut créer des jetons immobiliers, ça peut créer des jetons d'obligations d'État, ça peut un peu créer ce qu'on veut. Euh, mais la différence fondamentale, c'est que Bitcoin crée quelque chose de nouveau. Si je fais une obligation d'État en crypto, le sous-jacent reste une obligation d'État. Alors oui, je l'ai rendu plus optimisé, plus rapide, moins cher. Potentiellement, j'ai sorti des intermédiaires de la boucle, etc. À la fin, si je n'ai pas confiance dans l'État qui donne l'obligation, ça ne marchera pas et ça ne dépend pas de la crypto ou pas de la crypto. Donc, alors, ce serait beaucoup trop long de faire une émission complète pour expliquer les différences entre les différentes cryptos. Mais en gros, pour moi, il y en a deux principales qui sont Bitcoin, je l'ai déjà mentionné, qui est tout seul sur son créneau et dont la proposition de valeur, c'est l'inertie, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le toucher. Euh, c'est très très sécurisé, c'est très difficile de changer la politique monétaire, etc., etc. Et Ethereum, qui est sur le deuxième créneau de ce qu'on appelle les cryptos programmables. Donc on peut faire des paiements conditionnels, on peut dire s'il se passe ça à tel moment, alors je recevrai tel paiement. Et donc ça permet d'aller plus loin dans la finance. C'est pour ça que je disais que le reste est financier. C'est que si vous n'avez pas d'appétence particulière pour l'ingénierie financière, assez rapidement vous allez être confronté à un mur si vous aimez bien Ethereum, parce que aujourd'hui, une partie substantielle des projets sur Ethereum, ça va être la réhypothécation, le staking, enfin le staking, donc la mise en enjeu de certains jetons pour générer du rendement, etc. Donc c'est des problématiques financières. Ça ne veut pas dire que ça n'a pas d'intérêt, mais c'est un autre sujet. Un- une des critiques qu'on ressort beaucoup contre les crypto-monnaies, c'est vraiment le fait qu'elles fluctuent beaucoup. Si demain j'achète un Bitcoin,
euh, je peux avoir personnellement la peur de perdre une partie de mon investissement. Comment tu expliques ça? Est-ce que c'est si grave que ça, les fluctuations? Est-ce qu'elles sont si importantes qu'on veut bien nous le faire croire? Voilà, comment tu te positionnes face à ça? Alors, la première chose que je dirais, c'est que je renvoie à la première question, c'est-à-dire que la perception de ce problème-là dépend de votre situation personnelle. Si votre référentiel, c'est le dollar, par définition, le Bitcoin est volatile puisque le dollar vaut toujours un dollar. Si votre référentiel, c'est une des 150 autres monnaies sur la planète, en fait, vous préférez que ce soit volatile à la hausse plutôt que pas volatile à la baisse. Euh, J'avais calculé l'autre jour, un Indien moyen, depuis 2008, a perdu 83% de son pouvoir d'achat sur la roupie versus le dollar. Donc je crois qu'il doit y avoir 50% qui est parti par l'inflation, donc la perte de la valeur de la roupie, et le reste sur la dévaluation par rapport au dollar. Donc en fait, dès qu'on sort de France, si on veut être un peu générique, si on sort des États-Unis, de l'eurozone, j'allais dire de la Grande-Bretagne, mais même pas tant que ça ces dernières années, ou du yen, tous les autres personnes sur la planète n'ont pas du tout le même rapport à cette volatilité-là. Le Libanais moyen, pour reprendre cet exemple-là, je pense qu'aujourd'hui, il préfère largement avoir un Bitcoin volatile que d'avoir un dollar, certes pas volatile, mais auquel il n'a pas accès. Donc c'est une question de perception, c'est la première chose que je voulais dire. La deuxième chose, c'est que cette volatilité baisse. Quand on regarde la volatilité de Bitcoin il y a 10 ans, elle était absolument monstrueuse, hein, puisqu'on pouvait faire des passages de 1 à 100, à 50, à 200, qui sont des fois 100, 1 à 100 évidemment. Aujourd'hui, en fait, on a l'impression que c'est beaucoup parce que les chiffres sont plus gros, mais passer de 24 000 à 26 000, c'est beaucoup moins que de passer de 1 à 100 en termes de proportion. Et donc cette volatilité, quand on regarde sur le temps long, elle a tendance à s'effacer. Ça ne veut pas dire que l'actif n'est plus volatile, évidemment, mais aujourd'hui, il l'est de moins en moins. Et ce qui est parfaitement logique, plus le marché devient important, plus c'est difficile de le faire bouger avec une quantité d'argent qui est similaire. Donc aujourd'hui, comme le marché pèse, en tout cas sur Bitcoin de mémoire, c'est 500 milliards de dollars, les cryptos en tout, c'est 1000 milliards ou 1100 milliards. Ça devient quand même, faut arriver avec un petit peu d'argent pour arriver à faire bouger le prix. La dernière idée, c'est que dans le préambule de ce que tu avais dit, c'est-à-dire euh, quand on met en crypto, on peut avoir peur de perdre son investissement ou quoi. Euh, En fait, ça, c'est un propos qui est vrai pour tout. C'est-à-dire que le blé peut perdre de la valeur tous les jours, l'eau peut perdre de la valeur, l'électricité peut perdre de la valeur, même la monnaie peut perdre de la valeur. Beaucoup de choses perdent de la valeur et sont volatiles. Donc la crypto rentre dans un marché où effectivement les choses sont volatiles et vous pouvez effectivement perdre votre argent. Ce qui est recommandé pour j'allais dire le français moyen, comme je le disais tout à l'heure, c'est que comme il n'y a que très peu d'intérêt à l'heure actuelle à se servir de Bitcoin comme moyen de paiement, parce que l'euro fonctionne bien, a priori vous avez des cartes bancaires sans contact, tout ce que vous voulez. Euh, pour la quasi-totalité des Français qui ont de la crypto, ils l'ont pour des raisons d'investissement. Pour le Bitcoin, le plus safe, entre guillemets, c'est de justement ne pas se penser plus intelligent que le marché, et donc de dire, ok, je vais trader, je vais arriver sur le marché, puis je vais acheter, je vais vendre, je vais acheter, je vais vendre quand c'est haut, quand c'est bas. Euh, non, je vous donne le résultat de ce qui va se passer, c'est que vous allez perdre votre argent, parce qu'il y a des gens qui ne dorment pas, qui font ça toute la journée avec des algorithmes qui sont meilleurs que vous, donc oubliez ça. Euh, Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est d'acheter au fur et à mesure, comme si vous vous constituez une épargne. Et dans ce cas-là, la volatilité en fait, n'est plus un sujet pour vous. Oui, parce qu'au final, on a le prix moyen. Vous avez le prix moyen pondéré sur des années et votre horizon de détention, c'est 5 ans. Aujourd'hui, quelqu'un qui a détenu des bitcoins 5 ans, il n'y a pas une seule personne qui a perdu de l'argent. Alors, est-ce que ça veut dire que demain, ça continuera? Non, c'est le principe, c'est un investissement à risque. Donc oui, il peut très bien y avoir un cataclysme, une météorite qui tombe et le truc s'effondre. Mais d'abord, premièrement, investissez dans votre éducation sur le sujet. Mais ça, c'est un conseil qu'on pourrait donner sur n'importe quel actif, hein. On n'investit pas dans une action Total sans avoir lu ce que fait Total, a priori. Donc là, c'est pareil. On n'investit pas dans Bitcoin tant qu'on n'a pas compris ce dans quoi on investissait. Mais historiquement et par construction de son système monétaire autour de la rareté, toutes choses égales par ailleurs, si l'adoption progresse, le prix progresse. Et la réflexion que je me fais en t'écoutant, c'est que pour un Français moyen, on va dire, on approche plutôt le Bitcoin ou toutes les cryptos comme un actif et pas vraiment une monnaie.
Ça me fait penser à la BCE, à la Banque Centrale Européenne ou même à la Banque de France qui préfèrent le terme de crypto-actif à crypto-monnaie. Comment tu te positionnes toi par rapport à ça? Tu parles volontiers de crypto-monnaie. Est-ce qu'il faudrait plutôt parler de crypto-actif, en tout cas pour des Français moyens? En fait, les deux sont pas irréconciliables. Alors, la loi française retient le terme d'actif numérique. Je trouve que c'est plutôt un bon terme d'actif numérique parce que justement, comme je le disais dans mon introduction, ça met en avant la partie actif. C'est pas un passif, c'est pas une dette, c'est vous qui le possédez vraiment. Et ça, c'est s'il y a une caractéristique j'allais dire fondamentale, commune à toutes les cryptos, c'est qu'on peut le posséder. C'est vraiment un peu la seule chose qu'on peut trouver en commun entre toutes les cryptos, entre une tête de singe NFT, enfin œuvre d'art, et Bitcoin. La caractéristique principale qui est commune aux deux, bah, c'est que je peux posséder les deux en propre, via moi-même, avec mon propre mot de passe et ma clé privée. Donc, on peut faire une catégorie générique qui sont les actifs numériques. Là où ça m'embête plus, c'est que la qualification de monnaie, notamment autour de Bitcoin, alors le débat existe même au sein de la communauté Bitcoin. euh, Certains diront que c'est une monnaie en devenir, d'autres que c'est déjà une monnaie, d'autres que ça n'a pas vocation à être une monnaie, d'autres que c'est un ovni, ce qu'on veut. Mais les prises de position de la BCE ou de la Banque de France sur le sujet sont par définition biaisées, puisque leur but est de préserver l'euro. Donc c'est vraiment demander à un canard ce qu'il pense du foie gras. Et il vous dira toujours c'est nul, n'en mangez pas. Là c'est pareil. L'État ou les banques centrales ne vous diront jamais rien d'autre, mais vous pouvez leur présenter autant de preuves que vous voulez. Elles ne pourront pas vous dire autre chose que ce n'est pas de la monnaie. On a eu une anecdote, alors c'est pas des banques centrales, mais c'était le ministre du numérique en France. Au moment où le Salvador, donc petit pays d'Amérique centrale, a fait de Bitcoin sa monnaie nationale, légale, ce qui en fait déjà devrait clore le débat. C'est-à-dire c'est la monnaie du Salvador, donc c'est une monnaie. Eh bien, le ministre du numérique a répondu, oui, enfin le Salvador, soyons sérieux. Ce qui est en plus d'être diplomatiquement pas terrible, est très symptomatique de ce que ça veut dire du schéma mental. C'est que ça veut dire, peu importe la réalité, je pense que ce n'est pas une monnaie. Donc si le Salvador dit que c'est une monnaie, c'est probablement que le Salvador n'est pas un pays. Et donc les banques centrales sont un peu dans la même optique, c'est-à-dire qu'elles vont marteler le plus possible que ce n'est pas une monnaie, parce que si elles abdiquent, si elles disent c'est une monnaie, ce que le droit européen dit sans le dire, hein, typiquement on n'applique pas la TVA au Bitcoin, aux ventes de Bitcoin, tiens c'est bizarre, c'est le seul actif sur lequel on ne le fait pas. C'est le seul actif, enfin les cryptos sont les seuls autres actifs que la monnaie qu'on a rentré dans certains règlements européens. Je pense à la régulation sur les transferts de fonds, tiens, et si c'est des fonds, c'est que c'est peut-être de la monnaie. Donc on le retrouve partout, il y a plein de petits signaux qui nous disent que c'est une monnaie, mais ils ne peuvent pas abdiquer, ils ne peuvent pas dire c'est une monnaie parce que politiquement le signal serait terrible pour eux. Je le rappelle ici qu'encore une fois que l'euro n'a aucune base économique. La seule raison pour laquelle ça vaut quelque chose, c'est que vous avez confiance dans la banque centrale. Et vous avez confiance parce que la loi vous oblige à faire confiance. Donc bon, ça tourne un peu en rond, mais globalement, si la Banque Centrale Européenne vous disait oui, oui, le Bitcoin est une monnaie, en plus ça fonctionne, elle entérinerait l'idée qu'on peut faire une monnaie sans banque centrale. Donc c'est pas possible pour elle. Si elle dit ça, l'euro s'effondre. Je caricature un peu, parce qu'évidemment le Bitcoin aujourd'hui, c'est pas la taille du yuan ou du dollar, mais d'un point de vue de l'idée, elle ne pourra jamais dire que c'est une monnaie. Donc c'est pour ça qu'il y a un combat sémantique autour du terme monnaie. C'est parce que c'est un refus catégorique de la part de ces institutions de considérer cela comme une monnaie, alors même qu'encore une fois, d'un point de vue économique, bah, il y a plus d'utilisateurs de Bitcoin, il y a plus de capitalisation de marché que par exemple la couronne islandaise. Bon, ça ne fait pas de la couronne islandaise quelque chose qui n'est pas une monnaie. Et que d'un point de vue même légal, aujourd'hui, c'est la monnaie d'un pays. Donc, c'est-à-dire ça devrait même finir le débat de se dire ça. Mais non, encore une fois, on préfère dire que le Salvador n'est pas un pays. Et est-ce que les projets d'euro numérique, dont on parle de plus en plus, on va dire, sont une forme de réconciliation entre les crypto-monnaies et la monnaie? Alors, certainement pas. C'est une usurpation du mot crypto-monnaie. L'euro numérique, alors pour ceux que ça intéresse, je vous invite à faire l'expérience, d'aller sur Google Trends et vous tapez CBDC, donc qui est l'acronyme anglais pour monnaie numérique de banque centrale, et vous verrez que jusqu'à à peu près juin 2019, tout le monde s'en fout. Il n'y a pas, il y a rien, il y a aucune recherche, pas de papier, rien. Soudainement, à partir de juin, juillet, août 2019, la tendance commence à prendre et tiens, d'un seul coup, ça devient the sujet et si vous n'êtes pas dessus, alors vous êtes nul. Qu'est-ce qui s'est passé en juin 2019? Facebook a annoncé sa monnaie. Donc le concept même de monnaie numérique de banque centrale
est dans son entièreté un enjeu de communication. C'est-à-dire qu'en tant que banque centrale, même façon que face à Bitcoin, à partir du moment où Facebook dit je sors une monnaie, ils ne peuvent pas rester les bras croisés. Donc ils sont obligés de dire rassurez-vous, braves gens, braves dames, nous allons prendre la technologie et on va améliorer l'euro, tout va bien se passer. Dans la réalité, je n'ai pas encore entendu une seule interview qui nous dise ce que c'est l'euro numérique. Il n'y a toujours aucune définition de ce que c'est l'euro numérique, pour une raison assez simple, c'est que ce n'est pas possible. Techniquement parlant, si le but est de créer de la propriété numérique, donc pouvoir posséder son cash, il n'existe aujourd'hui qu'une seule façon technique de le faire, et ça passe par supprimer la banque centrale. Donc, a priori, la banque centrale ne devrait pas choisir cette option. Donc, il reste quoi? Il reste créer des livres de compte gérés par la banque centrale, à la banque centrale. Et ça s'appelle le yuan numérique, c'est-à-dire l'extension du crédit social sur la monnaie. Et donc ça, pour le coup, je n'en veux absolument pas en Europe. Mais malheureusement, les signaux que donne une Christine Lagarde, par exemple, régulièrement, elle dit on est en retard sur la Chine. Et ça ne choque personne. Donc c'est à connecter avec ce que je disais tout à l'heure sur le fait que tout ce qui était autour de la confidentialité, de la vie privée, etc., pour la plupart des gens aujourd'hui, c'est devenu un peu un côté si t'as rien à cacher, t'as rien à craindre. Il y a un peu la même chose sur l'euro numérique. Aujourd'hui, il n'y a pas de proposition de valeur. Vous n'entendrez aucune interview de Christine Lagarde qui arrive à définir pourquoi il faudrait un euro numérique. À chaque fois, ça se transforme en liste au Père Noël, c'est-à-dire ça va faire ci, ça va faire ça. Comment? Ah, attendez, ça va faire ci, ça va faire ça. Oui, ok, d'accord, on vous croit. Et techniquement, il n'y a pas de possibilité de le faire, encore une fois, sauf à le transformer en crédit social géant. Donc moi personnellement, j'en veux pas. Mais à minima, je souhaiterais bien qu'il y ait un débat démocratique là-dessus quand même. Donc c'est pas, pardon, pour terminer sur la question, donc non, ce n'est pas du tout une réconciliation entre les deux. C'est majoritairement une usurpation du terme qu'ils ont fini par abandonner d'ailleurs, hein. Ils ont essayé plusieurs termes, euro numérique, cash plus, etc., etc. Et la quasi-totalité des gens qui sont intéressés par Bitcoin rejettent en bloc l'idée d'euro numérique. Quand je t'écoute, c'est presque révolutionnaire ce que tu dis, parce que pour des gens qui, comme moi ou d'autres, ont étudié la macroéconomie, etc., en fait, tu nous présentes un projet qui est finalement de faire de la monnaie sans politique monétaire. Euh, Est-ce que tu penses que c'est l'avenir? Est-ce que, on va dire que si j'étais un peu naïf et que j'appliquais à la lettre les manuels qu'on peut lire, etc., je dirais, mais c'est une catastrophe. Euh, on marche sur la tête et tout va s'effondrer. La monnaie n'aura plus aucune valeur parce qu'en fait, on va pas pouvoir jouer sur la quantité de monnaie en circulation pour ralentir, accélérer l'inflation, etc. Je pourrais aussi te dire, mais du coup, ça veut dire qu'en fait, le citoyen, quelque part, perd son pouvoir politique lorsque on ne peut plus lui proposer tel ou tel projet monétaire. Alors, je vais commencer par la fin. Le citoyen a déjà perdu son pouvoir politique. La BCE est indépendante selon ses statuts. Donc, il n'y a pas de politique à la BCE, théoriquement. Dans la pratique, la BCE fait de la politique, hein. Elle s'en fiche complètement. Elle fait la leçon aux Italiens, elle fait la leçon aux Grecs, etc. Donc, elle fait de la politique. Mais de facto, la BCE, par exemple, a son propre droit du travail. N'est responsable devant personne. Depuis quelques années, elle daigne venir au Parlement européen expliquer sa politique. Mais elle ne va jamais la changer puisque précisément ses statuts lui interdisent de ne pas être indépendant. Donc la BCE a un mandat, c'est la stabilité des prix, et au diable le reste. Donc la fin, j'allais dire, c'est si le citoyen tient tant que ça à avoir un pouvoir politique sur la monnaie, la première chose à faire avant d'attaquer Bitcoin, c'est démanteler la BCE qui, je le rappelle, n'a aucun lien avec le politique. Personne n'a élu Christine Lagarde. Donc là, il y a déjà un premier postulat qui, à mon sens, est erroné. Euh, pour le reste des postulats, alors déjà, effectivement, ça relève d'une chapelle économique en particulier. Il y a beaucoup d'autres chapelles qui ne pensent pas du tout cela, mais qui sont effectivement très peu enseignées en France, parce que culturellement, euh, on est dans un spectre très 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 loin dans l'étatisme. Je ne suis pas un anti-étatiste, mais globalement, aujourd'hui, en France, par exemple, beaucoup d'universitaires te le diront, si tu essayes de faire une carrière dans le monde universitaire, dans la science économique, mais sans être keynésien ou étatiste, c'est extrêmement difficile. Tu ne trouveras pas de financement, tu ne trouveras pas de maître de recherche, etc. Donc là, on a un biais là-dessus.
que d'autres pays n'ont pas d'ailleurs par rapport à ça. Je me permets de rappeler que dans l'histoire de l'humanité a fonctionné plus longtemps avec des monnaies marchandises qui ne sont pas contrôlées par l'État qu'avec une monnaie fiat, puisque ce que nous vivons actuellement comme système monétaire, c'est 50 ans, depuis 71. C'est-à-dire qu'il semblerait que ce soit pas assez cataclysmique pour que l'humanité ait réussi à s'en sortir pendant 8000 ans quand même. Euh, et la dernière chose, alors je pourrais en dire plein, mais je vais essayer d'être synthétique et de ramener aussi ce sujet vers le sujet écologique, c'est que peu de gens remarquent que le système monétaire actuel n'est pas compatible avec les combats écologiques. On ne peut pas le faire. Et c'est d'ailleurs assez curieux de constater que aujourd'hui en finance, tu ne peux pas faire un investissement, une dépense ou quoi sans qu'il y ait un truc RSE, qu'on regarde l'origine des financements, est-ce que c'est vert, c'est pas vert. Mais par contre, l'élément central de l'économie, à savoir la monnaie, qui est le sang et le thermomètre de tout, n'est jamais questionné. On ne peut pas poser de questions. Ce qui est embêtant parce que dans sa construction même, donc aujourd'hui, comme vous le savez, on est quand même à 5, 6, 7% d'inflation, euh, statutairement, l'objectif de la Banque centrale est de viser l'inflation. C'est-à-dire que c'est même pas un bug, c'est une feature. C'est une fonctionnalité du système d'avoir de l'inflation. Les économistes te diront que c'est bien d'avoir un peu d'inflation. Pourquoi? Parce que déflation, les gens ne consomment pas. Et inflation trop élevée, bah, ça devient n'importe quoi et on termine en Venezuela. En fait, dans cette phrase-là, il y a ton antithèse par rapport à l'écologie. Avec de l'inflation, on consomme. Et vous le constatez dans votre vie de tous les jours. Si jamais vous avez de l'argent qui vous brûle les doigts, quel est l'intérêt d'épargner? Donc le comportement généré par le système monétaire actuel est un comportement consumériste. Et c'est assumé, encore une fois. Je réitère que là, je ne dis rien d'hétérodoxe. J'ai juste fait le lien entre la théorie économique et ce que ça veut dire pour l'environnement. On ne veut pas de déflation parce qu'avec ça, les gens seraient sobres. Concrètement, c'est la théorie économique. Donc, je pense qu'effectivement, ça peut paraître hérétique quand on a étudié l'économie, j'allais dire au sens keynésien ou classique du terme. Mais dans la réalité, je pense que on a un problème, d'ailleurs, qui ne dépend pas de Bitcoin, qui est que le système monétaire actuel n'est pas compatible avec l'écologie. Il s'est transformé en système de clientélisme géant, qui nous fait faire une fuite en avant généralisée. Puisque pour un politique ou pour une banque centrale, c'est beaucoup plus facile de baisser les taux pour créer de l'emploi et s'acheter de la tranquillité, mais par contre, personne ne veut assumer le moment contracyclique où il faut détruire ces emplois. Donc qu'est-ce qu'on fait? Ben, on les préserve. Qu'est-ce qui s'est passé pendant le Covid? On a doublé la masse monétaire alors que tout le monde était chez soi. Et on peut le faire parce que la monnaie n'est rattachée à rien. Donc c'est bien pour les gens qui ont des emplois. Mais attention, parce que l'extrême de ce spectre, c'est un peu la caricature du communisme où on paye quelqu'un à creuser un trou et quelqu'un à le reboucher. Oui, on a fait 2 emplois, mais ça ne sert à rien. Donc malheureusement, on est un peu tombé là-dessus. J'ai terminé avec ce chiffre-là que j'avais regardé, qui était un chiffre de la Fed, donc la Banque centrale américaine. Aux États-Unis, il y a 20% des entreprises cotées qui sont zombies. C'est-à-dire qu'une entreprise sur 5 ne subsiste que parce que l'argent est gratuit. C'est-à-dire qu'elles ne produisent pas assez de valeur et elles doivent emprunter pour rembourser les intérêts de leurs dettes. Donc dans un système économique sain, ces entreprises n'existeraient pas, elles seraient mortes. Mais une fois que l'emploi est créé, très très difficile d'aller tuer ces entreprises, puisque vous avez le levier sur la création monétaire. Donc on vous dira pourquoi vous n'avez pas sauvé les emplois. Donc beaucoup plus facile de dire non, non, ok, je sauve les emplois. Donc c'est une fuite en avant, et on file notre problème climatique, notre problème économique, notre problème de consommation de ressources à nos enfants pour éviter d'avoir à traiter aujourd'hui. Donc ça, un système de monnaie finie et de monnaie saine ne le permet pas. Si une activité n'est pas suffisamment rentable, elle n'existe pas. Donc oui, ça ne crée pas d'emploi, mais ça préserve les ressources, par exemple. C'est très intéressant, j'allais te parler justement de l'écologie. En fait, ce que tu dis, c'est une réponse, on va dire, aux- aux mauvaises langues qui vont te dire, ah oui, mais en fait, le Bitcoin, toutes les crypto-monnaies sont numériques et donc par essence vont consommer de l'électricité, etc. Mais du coup, finalement, en fait, la question se pose plus. Si, comme tu dis, ça permet de limiter les problèmes en fait de notre système actuel. Je dirais pas qu'elle se pose plus, mais ça devient une question de coût et de bénéfice. Oui. J'estime, alors aujourd'hui par exemple, la consommation de réseau Bitcoin, ça doit être autour de 80 TWh par an. Beaucoup de gens aiment bien dire que c'est plus que l'Argentine ou je ne sais quoi, mais les gens ne disent pas l'autre côté du spectre, c'est-à-dire que c'est moins que les sèche-linges aux seuls États-Unis. Mais en fait, les gens ne se rendent pas compte que les États-Unis et la Chine sont tellement loin, 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 loin devant tout le monde en termes de consommation d'électricité
qu'il y a beaucoup de choses qui consomment plus que l'Argentine et très peu qui consomment moins. Donc, quand on replace les choses dans leur ordre de grandeur, en réalité, ça consomme autant qu'une industrie normale, j'allais dire. Et ces gens-là, pardon, je te coupe, ces gens-là oublient aussi qu'on est capable de faire de, de l'électricité verte, Oui, le alors, nucléaire, etc. Enfin, je veux dire, l'argument tout seul n'est pas suffisant parce que en fait, le problème sous-jacent, c'est qu'une personne qui ne comprend pas l'utilité sociale de Bitcoin va avoir tendance à penser que du coup, même 1 kWh, c'est trop. C'est déjà du gaspillage. Parce que même si tu avais de l'électricité verte, tu aurais pu l'utiliser pour faire autre chose. Mais ça, déjà, ça part d'un postulat qui est de dire que ça n'a pas d'utilité. Et postulat qui, je le pense, est faux. Enfin bon, j'ai essayé de le dire dans diverses situations. Aujourd'hui, il y a quand même presque 500 millions d'utilisateurs de crypto dans le monde. La quasi-totalité de ces gens-là utilisent Bitcoin. En tout cas, c'est 75-80%. Donc, c'est qu'ils y trouvent une utilité. Il n'y a pas juste 500 millions de personnes qui, depuis 15 ans, sont formidables, un Ponzi générique. Non, non, il y a une utilité à ces trucs-là. D'un point de vue écologique, il y a la partie systémique qu'on vient d'aborder là, c'est-à-dire qu'effectivement, moi, selon moi, en fait, je renverse le problème. Selon le GIEC, on ne peut pas sortir du problème environnemental sans un volet sobriété important. Or, la sobriété n'est pas permise dans le système monétaire actuel. Donc, en fait, on a un problème. En dehors de Bitcoin, on a un problème. Le système monétaire n'est pas compatible avec l'atteinte des objectifs climatiques de la planète. Donc déjà, il faudrait poser la question, même sans parler de Bitcoin. Maintenant, d'un point de vue opérationnel, ce qui est intéressant avec Bitcoin, c'est que même dans son fonctionnement, il a tendance à favoriser des choses qu'on pourrait considérer comme vertueuses pour l'environnement, en particulier deux. La première, c'est l'équilibrage de réseau électrique. J'essaie de le faire assez simplifié, mais le minage de Bitcoin, donc la consommation d'électricité par le réseau pour sécuriser le réseau, c'est la seule industrie dans le monde qui n'a pas de contraintes géographiques. Donc elle peut s'installer où elle veut, elle a besoin juste d'une connexion satellite. Même les data centers ont des contraintes géographiques, parce que quand on a un data center, on veut une accessibilité de la donnée pratique, rapide, etc. Donc on s'installe là où il y a de la fibre optique, quoi, en gros. Là, j'ai besoin de satellites, c'est tout. Donc qu'est-ce que ça crée comme comportement? Ça crée un comportement chez les mineurs qui est un comportement de charognard, c'est-à-dire qu'ils vont chercher l'électricité dont personne ne veut. En règle générale, cette électricité dont personne ne veut, c'est pas de l'énergie pilotable par du charbon. Ça, c'est l'électricité la plus chère, mais elle est pilotable. L'énergie dont personne ne veut, très généralement, c'est des surplus des ENR. Donc c'est l'éolien la nuit quand personne consomme. C'est l'hydroélectrique mal connecté à son réseau de consommation. Bon bref, en gros, en règle générale, ça va être de l'énergie renouvelable dont personne ne veut, soit structurellement, parce qu'il y en a trop, soit sporadiquement. Et ça, aujourd'hui, Bitcoin, c'est la seule industrie qui a plus de 50% de son mix électrique sur du verre, de l'ENR et du hydro. Donc déjà, rien que ça, c'est devant tout le monde. Mais en plus, comme c'est une industrie qui n'a pas de dépendance en termes de chaîne logistique, c'est-à-dire que si vous prenez la France, on a eu ce débat-là il y a maintenant presque un an, si jamais on n'a pas d'électricité, on a commencé à parler de délestage. On va couper des usines d'aluminium, des trucs électro-intensifs, etc. Alors le problème de cela, c'est qu'une usine d'aluminium, si vous la coupez plus de 2 heures, il faut la raser. Donc en fait, il y a dans les programmes de demand response, comme on dit en anglais, c'est-à-dire comment on fait pour créer de la flexibilité sur un réseau électrique quand la flexibilité est à la baisse au niveau de l'offre, puisqu'on remplace du pilotable par de l'intermittent, eh bien on peut le faire en rajoutant la flexibilité côté demande. Et donc ça, c'est les programmes de demand response, donc c'est on coupe une usine d'aluminium, etc. Le minage, c'est celui qui répond le mieux à ces programmes de demand response. Donc ce faisant, en fait, il augmente la rentabilité du renouvelable parce qu'il est capable d'être allumé quand le renouvelable est en surplus et de s'éteindre lorsque les gens ont besoin d'électricité. Au Texas, par exemple, c'est 1 heure sur 4, 25% du temps, le prix de l'électricité est négatif. Parce qu'il y a trop d'énergie, on ne sait pas quoi en faire, le vent souffle, il y a du soleil, les gens ne consomment pas. Donc sur la partie équilibrage, c'est un gros plus. Alors évidemment, en version synthétique, c'est difficile de l'expliquer plus, mais je vous redirigerai vers un article que j'ai écrit là-dessus. Et le deuxième point, en très simple, c'est que comme c'est aussi un charognard, il va aller choper les déchets. Et les déchets, très souvent, ça va être par exemple, dans une exploitation pétrolière, ça va être du méthane qu'on va générer résiduellement et dont on ne sait pas quoi faire. On est au milieu du désert d'Oman, on est au milieu de la Sibérie, il n'y a pas de gazoduc, il n'y a rien. Bon, bah, qu'est-ce qu'on fait? On sort le pétrole, il y a du méthane qui sort à côté, bon, bah, on le crame. Voilà, on n'en fait rien.
Le méthane qui, comme ça, est cramé ou juste rejeté dans l'atmosphère, c'est 200 milliards de mètres cubes par an. Donc c'est la consommation du Japon et de la Corée réunis, je crois, de mémoire. Et c'est, à court terme, notre premier problème climatique, parce que le méthane est 80 fois pire que le CO2 en termes d'impact climatique. Et le minage, pareil, ici, n'a pas besoin d'une connexion autre qu'à une génératrice locale ou une connexion satellite, et donc sert déjà, ConocoPhillips, ExxonMobil, etc., ont déjà lancé des projets là-dessus, pour permettre de réduire l'empreinte carbone de leurs émissions, de leur plateforme pétrolière ou de leur site onshore, parce qu'en fait, ils vont transformer du méthane en CO2, donc ils vont diminuer par 80 leur impact carbone. Donc, que ce soit sur la partie systémique ou sur la partie opérationnelle, aujourd'hui, Bitcoin, c'est un peu une lueur au bout du tunnel. Mais malheureusement, comme il y a cet aspect idéologique autour de la monnaie, c'est beaucoup plus pratique pour d'autres de dire non, non, c'est nul, n'y touchez pas, n'y approchez pas. Et ça, on le voit bien, ce sera mon dernier point. Il y a eu, c'est une anecdote un petit peu rigolote, une boîte qui s'appelle Crusoe Energy, qui a levé 500 millions de dollars, je crois, il y a un an ou deux, et qui fait ça. Donc la proposition de valeur, c'est de brancher du minage sur du méthane pour réduire l'empreinte carbone de trucs. Euh, Ils ont changé de branding, c'est-à-dire qu'ils se sont dit, merde, tant qu'on part de Bitcoin, j'ai l'impression que personne ne veut s'intéresser à ce qu'on fait. Ils ont changé de branding, et maintenant ils parlent de data center flexible et mobile. Ce qui est évidemment un euphémisme pour dire Bitcoin, mais au moins comme ça, il n'y a pas le mot Bitcoin. Il n'a pas fallu un mois pour que le Forum économique mondial fasse une vidéo sur Crusoe Energy à partir de leur fin de branding Bitcoin. Alors que le Forum économique mondial déteste le Bitcoin et a déjà fait des articles complètement débiles. Je rappelle par exemple en 2017, ce même Forum économique mondial nous disait qu'en 2020, Bitcoin consommerait plus que la planète. Voilà, l'article est toujours en ligne pour ceux qui veulent vérifier. Donc c'est complètement des inepties qui n'ont aucun sens, mais il y a une haine idéologique envers Bitcoin qui fait qu'on rate l'enjeu écologique qui pourtant est extrêmement important sur ce sujet-là. Merci beaucoup Alexandre d'avoir accepté de répondre à nos questions. On rappelle ton livre écrit avec Claire Balva, Bitcoin et crypto-monnaies faciles, comprendre les monnaies numériques et leurs enjeux économiques et politiques aux éditions First. C'est absolument passionnant, on conseille tout le monde. Merci. Merci beaucoup.